Bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Secrets d'Histoire en Hainaut, nous nous retrouvons dans la ville de Mons, et plus particulièrement dans la rue Lucidel. Drôle de nom pour une drôle de rue. D'un côté, nous avons la prison, et de l'autre, l'université. Bien, qui était Lucidel ? C'était un peintre portraitiste du XVIe siècle, né à Mons vers 1527, et probablement mort à Nuremberg vers 1590. Souvent confondu avec le peintre Holbein, connu à l'international de son vivant, et oublié dès sa mort pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un homme politique wallon, docteur en droit du XXe siècle, Jules d'Estrées, lui rende la reconnaissance, si injustement oubliée. Nicolas de Neuchâtel, dit Lucidel. Nicolas de Neuchâtel a vécu les premières années de sa vie à Mons. Issu d'une famille d'artistes et d'artisans, il s'est rendu à l'âge de 12 ans à Anvers, dans l'atelier du célèbre architecte, peintre, décorateur, sculpteur Pierre Coq d'Alost, qui s'engagea à en faire son apprenti. Il peut paraître étonnant d'entrer dans le monde artistique à l'âge de 12 ans. Toutefois, la maîtrise de la peinture ne s'acquiert pas avant au moins 8 ans d'apprentissage. C'est d'ailleurs dans cet atelier qu'on lui donna le surnom de Lucidel, provenant du latin lucidus, qui signifie brillant. Une fois devenu peintre, Lucidel resta quelques années à Anvers, avant de quitter la Belgique pour gagner Nuremberg en Allemagne, grand refuge politique et humaniste de son époque. Nicolas de Neuchâtel était un calviniste. Une doctrine qui rencontra un grand succès à son époque en Hainaut. Mais comment expliquer le succès de cette doctrine ? Eh bien, nous allons partir du succès de l'anabaptisme, une doctrine rivale. Le succès de l'anabaptisme est dû au manque de l'éducation de la population hainautière à l'époque et à son manque de ferveur religieuse. En effet, la population n'était catholique que par tradition et par manque d'alternatives. L'anabaptisme sut profiter de ces deux facteurs et donc se propager. Un facteur encore plus important fut la dimension sociale de l'anabaptisme. L'anabaptisme prônait en effet un partage et une utilisation commune des biens de consommation, une forme de collectivisme en soi. De plus, l'anabaptisme prônait un baptême des croyants adultes au lieu des enfants, comme c'était le cas chez l'Église catholique. Néanmoins, l'anabaptisme va par la suite abandonner ses revendications sociales. Le calvinisme va savoir en tirer parti, en récupérant les soutiens précédemment acquis à la cause de l'anabaptisme. Le calvinisme se distingue de l'Église catholique de par un nombre de sacrements moindres, de par une doctrine dite de la prédestination, ainsi qu'une élection au poste supérieur de l'Église au moyen de vote dans des assemblées, ce que l'on pourrait s'autoriser à qualifier de démocratique. Alors, bien entendu, ce foisonnement d'hérésie n'était pas du goût des autorités locales, et le calvinisme se heurta à d'importantes persécutions. Ceux qui refusaient d'assister à la messe, ou qui avaient simplement en leur possession un livre jugé hérétique, pouvaient se voir arrêtés, jugés, exécutés ou bannis. Les exécutions étaient menées au moyen de bûchers, de pendaisons, et il a même été rapporté l'usage de la noyade. En 1548 à Mons, un prêtre luthérien du nom de Nicolas Larchier est arrêté, jugé et condamné à brûler sur le bûcher. Il sera exécuté le 22 décembre 1548. Face à cette répression, les protestants redoublent d'inventivité en organisant notamment des prêches secrets dans les campagnes. Néanmoins, ces prêches font l'objet de dénonciations, et c'est après un de ces prêches que le Montois Paul Chevalier sera arrêté et brûlé le 12 décembre 1564. 2 ans plus tard, le duc d'Albe, Ferdinand Alvar de Tolède, arrive dans l'actuelle Belgique accompagné de ses troupes, avec la ferme intention de réprimer l'hérésie protestante, ce qui va donc accroître encore davantage les persécutions. Il est donc tout à fait compréhensible que dans un tel climat, Nicolas de Neuchâtel ait cherché à se réfugier à Nuremberg. Dans cet asile du protestantisme, Lucidel devint populaire en exécutant son portrait le plus réputé, celui du mathématicien Johann Noetherfer accompagné de son fils.
Ce tableau fut le premier attribué à Neuchâtel. On peut qualifier le caractère de sa peinture comme étant solennel, car d'une part sa technique est précise, rigoureuse et laborieuse, et d'autre part les modèles de ses portraits portent sur leur visage une expression sérieuse. En quelques années, la célébrité de Lucidel s'était fortement accrue. De nombreux habitants, surtout des marchands, lui commandèrent leurs portraits. La ville elle-même, Nuremberg, lui commandait une copie de son fameux tableau du mathématicien Noether. Sa notoriété arriva aux oreilles de l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie Maximilien II, qui fit appel à l'artiste dans sa résidence à Prague pour le portraire lui ainsi que sa fille, l'archiduchesse Anne. Dès sa mort, Nicolas resta oublié durant des siècles, et différentes causes données par Henri de Lanney, homme politique belge du XXe siècle, nous permettent d'éclaircir ce mystère. D'abord, Nicolas ne signait pas ses tableaux, il n'y inscrivait jamais ses initiales. Cependant, comment avons-nous pu lui restituer ses œuvres ? Eh bien, un écrivain dénommé Jouvenel a écrit quelques lignes sur l'artiste, qui a également été mentionné quant à la réalisation de son portrait du mathématicien Noether. Aussi, le caractère artistique de sa peinture était simplement représentatif d'un mouvement de l'époque. Nicolas, contrairement à d'autres tels que Pourbus ou Holbein, n'a peint ses portraits que d'une seule façon et toujours dans le même style. Après, certaines de ses œuvres ont été attribuées à Hans Holbein, peintre superstar de son époque. Un propriétaire inconnu de 2 étoiles de Neuchâtel y aurait inscrit les initiales HB. Toutefois, Holbein signait toujours ses œuvres HH et non HB, ce qui serait, selon Henri de Lanney, une supercherie enfantine, destinée à accroître la valeur de ses tableaux. Après cela, Nicolas Neuchâtel aurait peint de nombreux portraits jusqu'en 1584. Et à partir de cette date, aucune autre œuvre plus récente n'a été identifiée. Différents historiens ont supposé que l'artiste s'est éteint à Nuremberg vers 1590. Toutefois, rien ne prouve réellement qu'il est mort cette année-là et dans cette ville. Un biographe, González de Camps, aurait affirmé qu'il serait retourné dans le Hainaut et qu'il serait décédé dans sa ville natale de Mons. Ensuite, Van Mander, un historiographe flamand, ayant rédigé le livre des peintres de 1604, n'a pas mentionné Lucidel dans son ouvrage alors qu'il s'est pourtant rendu à Nuremberg en 1577. La raison pour laquelle il ne l'a pas mentionné est inconnue. Henri de Lanney, lui, supposerait qu'il y aurait eu une ou plusieurs rencontres entre Van Mander et l'artiste et que la relation entre les deux hommes ait été antipathique. Nonobstant, le caractère passager et trop à la mode de la peinture de Lucidel a pu également être l'argument justifiant l'oubli de l'historiographe. Puis les différentes appellations et pseudonymes attribués à l'artiste ont également joué un rôle dans son oubli. Différents pseudonymes tels que Lucidel, Nicolas de Novo Castello, Nuchitel, Colin van Newcastle ou encore Nicolas de Neufchâteau. Tous ces noms induisent en erreur et laissent croire qu'il s'agit de différentes personnes alors qu'on a pourtant affaire à un seul homme. Enfin, de nombreux tableaux de Lucidel sont répartis en France, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie ou encore en Angleterre. Les guerres et les troubles durant des siècles ont empêché un recensement de ces œuvres. C'est seulement à partir de 1911 qu'il devint connu en Hainaut, grâce aux actions politiques et culturelles teintées d'humanisme de Jules d'Estrées, qui créa l'exposition des arts anciens du Hainaut à Charleroi. Cet ensemble de causes peut expliquer son oubli, et les tableaux que Jules d'Estrées a rassemblés ont intrigué différents biographes qui lui ont rendu hommage, soit en rédigeant un ouvrage, soit une mention dans une revue. C'est également grâce à eux que nous avons pu obtenir autant d'informations et vous révéler l'identité de ce personnage, finalement très mystérieux. Simple curiosité du nom de cette rue où nous passons en temps normal quasiment chaque jour nous a amené à effectuer ce travail de recherche en élaborant une synthèse des connaissances sur le sujet. Comme nos prédécesseurs, nous avons tenté d'apporter notre modeste contribution. Et ce travail nous a permis de voir au-delà de la vie d'un sombre peintre du passé. Il nous a poussé à la réflexion et à finalement nous poser une question ouverte. Pourquoi, dans sa tentative de forger une identité wallonne, Jules d'Estrées alla dépoussiérer les tableaux d'un illustre inconnu du passé et de s'en servir pour poser les bases d'un mouvement politique et humaniste du XXe siècle? Réfléchissons.